Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va regarder ensemble le pourquoi du comment il y a eu une si grosse baisse sur les marchés financiers ces derniers jours, notamment sur les risques assets. Cela s'explique par plusieurs facteurs, mais on va se concentrer sur le principal qui est le carry trade. Cette baisse a été expliquée par le carry trade et on va regarder dans cette vidéo qu'est-ce que c'est exactement le carry trade. Et aussi plus tard, on va regarder est-ce qu'on est dans une récession ou pas encore? Est-ce qu'il y a une potentielle crise qui peut être en cours de développement? Et techniquement, on va regarder les graphiques et analyser les graphiques pour voir ce qu'il en est sur les marchés financiers et avoir un point de vue technique si on est dans une crise, dans un bear market ou autre, etc. Donc, le carry trade, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait d'emprunter une monnaie avec un faible taux d'intérêt pour pouvoir l'investir dans une autre monnaie avec un plus fort taux d'intérêt. C'est un phénomène d'arbitrage qui est assez simple à mettre en place et très lucratif. En l'occurrence, actuellement, ça a été parfaitement le cas. La Banque du Japon avait des taux d'intérêt pendant très longtemps négatifs, donc on était rémunéré à emprunter de l'argent. Pour illustrer ce schéma-là, on a ici le yen qui est la monnaie du Japon. Voilà, on va la dessiner comme ça, je ne suis pas vraiment un très grand dessinateur, mais c'est pas grave. On avait des taux d'intérêt négatifs. Ici, donc, comme je l'ai dit, on était rémunéré à emprunter du yen. Et donc, les opérateurs, les investisseurs et les traders, ils empruntaient de l'argent du yen ou ils en vendaient tout simplement pour collecter, avoir du yen pour pouvoir l'investir en dollars. Car ces derniers temps, depuis 2022, on a eu une hausse des taux d'intérêt du dollar. Donc, c'est-à-dire qu'on était beaucoup plus rémunéré à investir dans du dollar, comme les taux d'intérêt sont très élevés, sont à 5,5%, quelque chose comme ça. Et ça faisait de l'argent gratuitement. Et avec la rémunération, ce business lucratif que génère ce carry trade, d'emprunter du yen pour l'investir dans du dollar, eh bien avec les intérêts qui sont générés du dollar, on rachète tranquillement, tout doucement, notre emprunt, notre prêt en yen. Et voilà ce que c'est, schématiquement parlant, le carry trade. Sauf que dans tout ça, le problème c'est quoi? Le problème, eh bien c'est si on a une baisse ici des taux d'intérêt ou si on a une hausse des taux d'intérêt de la part de notre emprunt, ce business de carry trade devient beaucoup moins rémunérateur qu'avant. Et donc, qui dit moins rémunérateur dit on va essayer de s'en défaire de ce business model-là ou essayer de réduire notre position. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Eh bien, la Banque du Japon a augmenté ses taux d'intérêt. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est beaucoup moins rentable d'emprunter du yen pour investir dans du dollar. Les opérateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement, tous ensemble, tous en même temps, racheté leur position en yen. Donc, pour se défaire de leur position en yen, à cause de la hausse des taux d'intérêt, je rappelle. Et pour racheter leur position en yen, ils ont vendu toute leur position en dollars. Ils ont sell. Vendu. Et pour vendre, et donc ils ont pu racheter leur position en yen. Voilà pourquoi on a eu une baisse très forte, avec beaucoup de volatilité ces 2 derniers jours sur les risques assets. Et le fait de l'avoir fait simultanément, en même temps, eh bien, ça a causé une baisse énorme sur les marchés financiers. Donc maintenant, est-ce qu'on est en récession? Alors, fondamentalement parlant, pas encore. Pourquoi? Parce que le GDP, qui est l'indicateur phare pour évaluer une économie, malgré qu'il ait du retard, il n'est pas encore qu'il a du retard sur la bourse, sur la crise. Je pourrais faire une vidéo parlant de ça. Mais on voit bien qu'il est toujours au-delà de zéro. Ça veut dire qu'il y a toujours une croissance positive de la part des Américains, donc aux États-Unis. Pour le moment, selon le GDP, donc le PIB, il n'y a pas de crise. On n'est pas en récession. Concernant le PMI, donc sur les services PMI, le secteur des services aux États-Unis, c'est le secteur le plus fort. Et on voit bien qu'il est au-delà, il est au-delà, il est pas loin des 56 comme ça. Et voilà, 55. Et au-delà de 50,
c'est très positif pour l'économie. Sauf que le PMI sur les services, comme je l'ai dit avant, c'est le secteur le plus développé. Les autres PMI manufacturiers et autres sont aux alentours de 49, 45, ils sont inférieurs à 50. Donc, les services compensent tous les autres secteurs. Ça à prendre en compte, mais ça ne justifie pas une récession ou une crise, très clairement. Et l'inflation, on voit bien qu'elle est très maîtrisée de la part de la Fed avec les hauts taux d'intérêt et que puisqu'elle est tellement bien maîtrisée, la Fed pense à baisser ses taux d'intérêt dès septembre. Sauf que ce qui est très mauvais actuellement, c'est le chômage. Le chômage, il est en légère hausse et un chômage en hausse est très mauvais pour l'économie et est synonyme de crise ou de récession. On voit bien qu'ici, il ne fait que progresser. Et ça, c'est très mauvais pour ces prochains temps concernant l'économie. Donc, ce chômage-là est très surveillé de la part de tous les opérateurs et acteurs sur l'économie et les marchés financiers. Mais avec ce point-là qu'on a fondamentalement parlant, il n'y a rien qui justifie d'une récession actuelle ou d'une crise pour le moment. On n'a pas vraiment de catalyseur, à part des résultats d'entreprise qui sont moins bonnes que prévu, un carry trade, des hausses de taux d'intérêt de la part du Japon. On a une crise, un crack au Japon. Mais en Amérique, pour le moment, on n'a pas vraiment de catalyseur qui justifie une vraie crise financière, une vraie récession. Maintenant, d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue technique ? Ici, on a le Nasdaq. On voit qu'il a fait des plus hauts historiques constamment. Il grind. Ça veut dire qu'il attaque les plus hauts. Et on a eu une baisse assez violente sur ces dernières semaines de 17%. En tout, on a baissé du plus haut à avant-hier, donc le 5 août 2024, de 17% sur le Nasdaq. Est-ce que ça montre une crise ou pas? Pas du tout. La baisse était tellement forte, ça ressemble plus à 2020, comme un crack très violent, très rapide. Mais pour le moment, on n'a rien, on reste toujours très haussier. On voit bien là mes moyennes mobiles exponentielles, ici et celle-là, elles sont toujours très bien orientées à la hausse. Ok, on a cassé celle-là en daily, mais il n'y a pas de... Pour le moment, c'est pas encore méchant. Et on voit bien en weekly que on est toujours très haussier, on fait des points bas de plus en plus haut et on est toujours au-delà de ces moyennes mobiles exponentielles qui fonctionnent très bien. Là, on le voit bien, 2020, le crack, on a réagi dessus, ici aussi. Elle fonctionne très bien. Et en 8 clics, pour qu'on soit toujours au-delà de ces moyennes mobiles exponentielles, ça montre toujours une forte tendance haussière. Maintenant, un bear market. Qu'est-ce qu'un bear market ? Là, on est dans un bull market. Un bull market, c'est le taureau, donc c'est un marché haussier. Un bear market, c'est l'ours. Et l'ours, signifie un bear market, un marché baissier. On rentrera dans un bear market quand on baisse de plus de 20% par rapport au plus haut historique. Et donc, les 20% sur le Nasdaq, c'est mon trait vert ici que j'ai tracé. C'est les 20% de baisse par rapport au plus haut. Je peux les tracer. Ici, là, ça fait 20. Voilà. Donc, c'est à peu près les 16 780 sur le Nasdaq, sur le marché des futurs. Quand on passera ce niveau-là, et à quoi il correspond comme par hasard ? Regardez, il correspond comme par hasard à mes moyennes mobiles exponentielles sur du weekly. Et quand on cassera ce niveau tout court, cette zone, ok, là, à ce moment-là, on sera dans un bear market et à ce moment-là, je me poserai des questions sur une potentielle récession. Mais pour qu'on casse ce niveau-là, il faudra des catalyseurs d'un point de vue macroéconomique pour le moment, on n'a pas. Mais ces prochains mois risquent d'être toujours très mouvementés avec les élections américaines, la baisse des taux prévus par la Fed. Donc, c'est vraiment une série à suivre encore pour le moment. Pour l'IS, qui est le S&P 500, on voit bien qu'il tient bien. Il a baissé de 10% et les 20%, donc pour atteindre le bear market, ils sont là, 4577. Il y a encore de la marge.
Il y a vraiment encore de la marge pour le S&P 500. On voit qu'il tient bien mieux que le Nasdaq. Donc, pas de problème pour le moment. Pour moi, on reste dans un marché haussier et ce n'est qu'une opportunité pour investir, pour le long terme, pour investir. Maintenant, pour le court terme, on voit bien qu'à court terme, on reste dans une correction. Donc, je favoriserais pas forcément des shorts, mais ça dépend. Faut juste faire très attention. Concernant les cryptos, on va regarder le Bitcoin, Ethereum, mais pareil, on a eu un petit crack, une petite grosse baisse qui a fait un sell-off et fait paniquer tout le monde. Mais pour le moment, pareil, on voit bien, on a super bien réagi dans cette zone-là, qui sont mes deuxièmes moyennes mobiles exponentielles. Et ça a une baisse assez forte comme ça. Dans une tendance haussière, c'est juste des opportunités de points d'entrée. Donc, il n'y a rien de menaçant pour le moment sur le Bitcoin ou sur les cryptos pour une tendance baissière. Donc, pas de problème. On reste toujours dans une tendance très haussière. Et après, par contre, on a cassé ce range-là, qui était le haut. Et la règle dit, sur les marchés financiers évoluent en fractal. Et le fractal, c'est quoi? C'est que ça évolue pas en ligne droite. Et on a cassé ce premier range, cette première fourchette de prix, ce premier report. Et donc, la théorie dit que lorsqu'on casse dans un sens, on va rechercher, on reporte ce range d'un côté ou de l'autre. Donc là, on l'a cassé vers le sud. Et la prochaine target, donc, ce serait, on reporte le même range et ça nous donne simplement la prochaine target. On n'était pas loin, mais la prochaine target, donc théoriquement, elle est sur les 47 500. À voir sur les cryptos, comment on évolue ces prochains temps, malgré qu'on reste dans une tendance très haussière, à se méfier. S'il réintègre ce range, là, par le bas, donc les 60 000, s'il le réintègre, et qui retrace dessus et qu'on a un flux haussier qui le repousse vers le haut, pas de problème, ça reste très bullish. Mais maintenant, si on joue là-dessus et on reste dans ce deuxième report de range, je pense que c'est pas impossible qu'on va revoir les plus bas, donc les 47 500. 50 000, 47 500, je pense que c'est pas impossible. Voilà, affaire à suivre, j'ai donné des hypothèses, donc c'est pas trop mal. J'espère que ça vous aura été utile, vous aurez appris des choses, de ce que c'est le carry trade et d'avoir un point de vue macro et technique. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre un pouce bleu pour me soutenir et surtout pour être au courant des prochaines vidéos qui vont être très régulières. Sur ce, je vous souhaite un très bon trading. À très bientôt. Ciao! Yo, his name is Florian. He's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name.